Alors, bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire de Delubal Software. Donc, je suis Damien Tonnet, je serai votre présentateur tout au long de ce webinaire euh, qui traitera aujourd'hui de la partie nouveauté dans le logiciel RFM6 RShTap 9. Je suis ingénieur support technique chez Delubal Software maintenant depuis un peu plus de presque 8 ans. Il y aura également Milan Girard qui sera présent. Bonjour Damien, je m'appelle Milan, je suis également ingénieur support technique au sein de Global Software et je serai là aujourd'hui surtout pour répondre à vos questions pendant le webinaire. Merci Milan. Moi, je vais couper les caméras. Par rapport aux questions, vous pouvez directement donc passer via la zone dédiée de GoToWebinar. Vous pourrez poser vos questions. Sinon, vous pouvez également nous envoyer directement vos questions par mail à info@delubal.fr et on pourra y répondre juste après. Donc au niveau de ce webinaire, il va se décomposer en plusieurs parties. Une première partie, on va regarder les nouvelles fonctionnalités au niveau de RFM6 et RShTam 9. On verra ensuite également les nouvelles fonctionnalités qu'il peut y avoir dans la partie module, également dans les parties programmes autonomes. Et puis on regardera aussi tout ce qui est nouveaux modules qui sont à présent disponibles au niveau de RFM ou RShTab. Et puis on finira avec la partie perspective de développement, donc les fonctionnalités à venir qui seront en cours pour cette année. Donc on va pouvoir commencer au niveau des fonctionnalités. Dans la présentation, vous allez avoir des liens ici qui sont disponibles pour avoir plus d'informations. La présentation, elle sera disponible, elle sera mise en ligne, donc vous pourrez directement télécharger le PDF et avoir les liens vers les différents articles ou les différentes vidéos dont vous retrouverez directement les, euh, les liens sur le PDF. Au niveau des fonctionnalités, on va commencer tout de suite avec la première fonctionnalité qui sera tout ce qui est transfert des forces d'appui d'un autre modèle. C'est-à-dire qu'au niveau de RFM, vous allez avoir la possibilité de demander à récupérer les forces d'appui d'un modèle existant et du coup de lier des modèles entre eux. Donc on pourra avoir des modèles dépendants les uns des autres et comme ça, si vous décomposez vos projets en deux modèles ou en plus, vous pourrez très bien dire que le modèle 1 récupère la descente de charge de votre modèle 2 et que ainsi de suite, les modèles se lient entre eux et du coup pouvoir reprendre les charges, les descentes de charge. Donc je vais basculer directement dans RFM et ici on a donc par exemple deux modèles, le modèle 1 abri et le modèle 2 ici qui est le modèle bâtiment. Ce qui va nous intéresser ici, c'est qu'on a fait deux modèles dissociés, une partie avec la structure béton, une autre avec la charpente métallique. Et nous, ce que l'on va vouloir récupérer, c'est pouvoir, par exemple, là, on a fait notre charpente métallique, calculer la descente de charge, on va récupérer la descente de charge ici en force d'appui, réinjectée dans notre modèle béton. Donc, on va pouvoir faire ça. Ce que l'on va faire, ici déjà sur le modèle béton, je vais isoler, donc on va s'intéresser sur le dernier étage ici. Donc, je vais venir isoler juste la dalle du dernier niveau. Et ici, on a nos nœuds. Je vais afficher la numérotation des nœuds ici. Et ce qui va nous intéresser, en fait, c'est au niveau des nœuds 71, 72, 73, 74, ça va être les points d'implantation de notre charpente métallique. Donc, on va lui dire, en fait, de récupérer les réactions d'appui de notre modèle ici pour les nœuds 1, 2, 3, 4 et de les réinjecter à nos nœuds sur le modèle bâtiment. Pour cela, on va pouvoir directement passer donc dans la barre d'outils, en haut, dans Insérer, on va avoir la partie assistant de charge et ici on va avoir assistant de charge pour importer les réactions d'appui. Vous retrouvez aussi cette partie assistant de charge dans le navigateur ici. Dans les assistants de charge, on a importé des réactions d'appui. Ici, je vais passer à ce niveau-là, assistant, boîte de dialogue. Et ici, il va nous proposer de récupérer
d'importer les données d'un modèle. Donc ici, on a sur le modèle abri 1 qui correspond à celui qu'on souhaite. Ici, on retrouve les différents modèles. Donc si on veut travailler avec la récupération des forces d'appui d'un modèle existant, il faudra que les modèles soient sauvegardés dans le même emplacement dans le Delubal Center. Delubal Center, on retrouve le raccourci ici, ou bien après, vous l'avez également dans RFEM ou RSTAB, vous le retrouvez aussi dans la barre d'outils en haut. Donc vos modèles sont sauvegardés dans le même emplacement et on retrouvera retrouver donc les modèles à ce niveau-là dans la liste déroulante. Ici, on va prendre donc les résultats, les données du modèle abri. Je vais aller dans l'onglet Objets et ici, il nous propose de récupérer les nœuds supportés, donc les nœuds d'appui. Ici, 1, 2, 3, 4, qui correspond à nos 3 nœuds d'appui de la charpente métallique. Je vais pouvoir aussi, si je souhaite récupérer que certains nœuds, je peux aussi décocher et prendre les nœuds qui m'intéressent. Et si on avait des lignes, des appuis linéiques, on pourrait aussi rapporter ces appuis linéiques en charge linéique sur notre modèle. Ici, nous, on va préciser du coup pour notre modèle béton, à quel endroit on souhaite réinjecter nos charges. Ou faire attention, ici on a 1, 2, 3, 4. Donc là, on va avoir le 1 associé au 71, le 2 associé au nœud 72, le 3 au nœud 74 et le 4 au nœud 73. Donc là, on va venir sélectionner nos nœuds avec la bonne correspondance par rapport à nos nœuds qui sont indiqués juste ici. OK. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir passer dans l'onglet chargement. Dans l'onglet chargement, on peut préciser si la distribution des charges doit être uniforme, variable. On peut préciser si on est en mode manuel ou si on est en mode automatique pour la connexion avec les chargements. En mode manuel, je peux très bien dire que mon CC1 de mon modèle abri serait à réinjecter dans mon CC2 ou dans mon CC3. Je peux préciser dans quel cas de charge je souhaite réinjecter les résultats. Pareil, j'aurai la main ici pour les directions de charge à récupérer. Je vais rester ici en mode automatique, donc le CC1 sera réinjecté dans le CC1 de mon modèle abri. Et ici, je vais juste lui préciser que je souhaite aussi injecter, récupérer mes forces en X, Y et Z, donc les composantes, à ce niveau-là. Si jamais on avait des moments, on pourrait aussi récupérer les composantes autour des axes X, Y et Z. OK, je vais valider et ici on voit dans notre modèle, alors je vais passer en mode transparent ici, on peut voir qu'on a nos forces ici qui s'appliquent avec des points d'interrogation, elles s'affichent en bleu et ici j'ai bien des résultats à ce niveau-là. Donc pour pouvoir récupérer les résultats, les valeurs, il va falloir juste dans le modèle bâtiment lancer le calcul et ça va pouvoir faire la jonction et la connexion et récupérer les données. Donc ici, je vais lancer le calcul et on va avoir une partie charge où en fait, il va pouvoir venir récupérer les données du modèle abri. Si jamais le modèle abri n'avait pas été calculé et qu'il n'y avait pas encore de descente de charge et de force d'appui disponible, il exécuterait aussi le calcul dans le modèle abri pour pouvoir récupérer des charges. Ici, on peut voir que du coup, il a déjà récupéré les charges, 3,70 kN, ce qui correspond bien aux 3,70 que l'on a ici. Les 1,39 kN correspondent aux 1,39 qu'on a de ce côté-là. Et on retrouve aussi les composantes sur X et Y qui sont bien récupérées. Donc après, on pourra du coup exploiter et continuer le calcul là-dessus. Si jamais je viens modifier le modèle abri 1, je vais pouvoir récupérer aussi la mise à jour de ces données-là. Donc là, par exemple, je vais passer à 2 kN plutôt par mètre carré. OK, je vais relancer le calcul et je vais le sauvegarder. On va voir que lorsque je vais le sauvegarder, il va venir me mettre un message d'avertissement pour me signaler que du coup il va devoir supprimer les résultats, mais cette fois-ci les résultats du bâtiment, du modèle bâtiment. Donc là j'ai 11,31 kN ici en réaction. OK. Je vais sauvegarder. Et ici, il va m'afficher une fenêtre pour me préciser que cette action va supprimer tous les résultats. Je fais oui. Et ici, maintenant, dans le modèle bâtiment, je me retrouve avec des points d'interrogation comme j'avais initialement.
Je vais pouvoir du coup maintenant relancer le calcul dans le modèle bâtiment et là il va pouvoir récupérer du coup les charges que j'avais recalculées suite à la modification de charge dans le modèle abri. Donc ici on voit qu'on a les charges qui s'affichent. On va dézoomer après. Ok, donc là je retrouve les 11,31 qui correspond bien aux 11,31 que j'ai ici, les 3,92 que j'ai ici et les composantes sur X et Y que l'on retrouve bien à ce niveau-là. Donc de cette façon-là, on peut très bien faire des études sur des modèles séparés, des modèles dissociés, mais après quand même demander à lier les modèles entre eux pour pouvoir récupérer, s'il faut, les charges d'un modèle qui s'appliquerait sur une autre structure. Voilà pour la première fonctionnalité de ce webinaire. La suite, on va avoir aussi des nouvelles interfaces d'échange avec des classes structures, des formats d'échange STEP, ASF pour les échanges avec Allplan, SVG pour une image vectorielle. On a différents formats d'échange qui ont été implémentés. Les échanges, vous les retrouvez directement, vous êtes dans RFM ou RStab dans la partie export et import. Donc là, on retrouve les formats ASF, SVG. En export, vous avez d'autres formats qui sont également disponibles. En import également, on retrouve les différents formats. Donc là, qui sont disponibles. Pour la partie échange avec Tekla Structure, vous aurez directement, comme sur le même principe qu'avec Revit, directement dans Tekla, vous aurez un plugin à installer qui vous permettra d'activer un onglet Delubal qui vous permettra de retrouver directement tous les outils d'export ou d'import pour faire la connexion entre Tekla Structure et RFM directement. Donc là, ce sera directement des fonctions que vous pourrez activer sur la partie Tekla via un petit plugin. On va pouvoir passer aux fonctionnalités suivantes. Ce sera la partie grille de bâtiment. Donc la grille de bâtiment, c'est une fonction qui pourra vous aider soit dans la partie conception des structures ou qui pourra aussi servir dans la documentation de vos projets. Donc ici, on pourra directement venir rajouter une grille avec des étiquettes, des numéros de ligne éventuellement. On a aussi des options de cotation qui seront disponibles et on va pouvoir voir ça directement via notre exemple sur RFM. Donc ici, on a un exemple de structure qui est ici. Et ce qui va nous intéresser, c'est d'insérer une grille de ligne ou une grille de bâtiment, pardon. Et ici, on va l'avoir dans la partie objet repère, grille de bâtiment. Vous pouvez aussi la récupérer s'il faut via les raccourcis ou la barre d'outils en haut. Ce qui est aussi également nouveau dans RFM6, dans les fonctionnalités, ça va être tous les raccourcis que vous avez aussi sur la partie inférieure de votre fenêtre, avec par exemple le repère, ici les fonctions pour créer des lignes parallèles éventuellement. Vous avez aussi là les raccourcis pour les nœuds perpendiculaires, la détection des intersections ici, et notamment on trouve aussi la partie nouvelle grille de bâtiment. Donc, on peut passer par ici aussi pour créer une grille de bâtiment. La grille de bâtiment va par exemple sur notre projet permettre de définir les trames de nos poteaux ou de donner des indications justement sur les fils de poteaux qu'on peut avoir sur un projet. Ici, on va pouvoir renseigner les coordonnées de chaque ligne de la grille. Et donc là, je vais commencer. Alors, première ligne à 0, deuxième ligne à 6 mètres, troisième ligne à 10 mètres. Sur Y, première ligne à 0, deuxième ligne à 5 mètres, troisième ligne à 8 mètres. Il suffit juste de mettre un espace entre les valeurs. Et pour le moment, j'ai pas d'informations. Je vois pas ce que je fais. Ici, on a intégré dans RFM, dans la partie à droite de vos fenêtres, vous retrouvez cette fonction aussi dans plusieurs fenêtres de RFM pour la partie paramétrage. On a un petit bouton qui va nous permettre en fait de basculer sur l'affichage du paramétrage qu'on est en train de faire. Donc là, ici, il bascule avec la vue de notre modèle et également ici l'affichage de la grille de ligne que l'on est en train de paramétrer. Donc ça permet ici de tout de suite avoir une prévisualisation de nos réglages et de savoir ce que l'on fait. Mais on retrouve du coup cette notion de prévisualisation des données dans différentes fenêtres de RFM ou de RStab.
Ici, on a donc la valeur sur Z, 0, et on va rajouter moins 3 mètres, puisque l'axe Z est orienté vers le bas. Et donc là, on a fini notre grille de bâtiment. Ici, on pourra aussi renseigner les informations au niveau des étiquettes avec des lettres, des chiffres, s'il faut. Vous pouvez également activer ou désactiver les étiquettes, activer les cotations s'il faut. Vous avez aussi des options avec des formes de grilles plus spécifiques. On pourra avoir des grilles cylindriques ou autres. Nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est de rajouter des étiquettes de chaque côté. Donc là, pour le plan XY, et on va également les décaler comme on l'a de l'autre côté à 2 mètres, ici et ici. Et donc là, on a notre grille qui est finie. On va pouvoir valider. Et du coup, maintenant, on va réinjecter cette grille dans le modèle global. On la retrouve ici. Et de cette façon, soit pour la documentation, on pourra faire référence quand on a besoin faire référence à des poteaux. On peut rajouter une note pour préciser qu'on a une vérification sur la trame B de nos poteaux ou autre, si besoin. Ou bien on peut aussi l'utiliser, cette grille, pour aider à construire nos modèles. La fonctionnalité suivante, ça va être là sur la partie maillage. On va avoir notamment au niveau des solides une nouvelle fonction qui est un maillage en couche qui va permettre ici entre deux surfaces parallèles opposées d'un solide de pouvoir définir une division avec un nombre de couches. C'est-à-dire, ça va être ce que l'on peut visualiser là, c'est que là j'ai mes deux surfaces parallèles et notre solide on vient diviser en deux couches. Donc deux épaisseurs de maillage élément fini. En plus, ici, on retrouve aussi le maillage global, mais on pourra définir un nombre de divisions que vous souhaitez entre deux surfaces. Donc là, si vous avez la main sur ce réglage-là et imposer le nombre que vous souhaitez de divisions dans l'épaisseur de votre solide. On va aussi pouvoir maintenant définir des superpositions de plusieurs cas d'imperfection géométrique. Ça pourra notamment être intéressant quand vous faites des analyses de flambement, de voilement de plaques, et c'est ce qu'on va voir justement avec un autre exemple, où là on va être sur justement des plaques avec une plaque plane et un raidisseur. Et ici on va pouvoir, voilà, ici on a notre modèle, alors je vais juste masquer les charges. Ici, on a notre plaque avec un raidisseur en milieu de plaque. Sur ce modèle-là, on a fait un calcul avec une analyse de stabilité de la structure pour pouvoir déterminer les différents modes d'instabilité, donc local et global. C'est ce qu'on peut visualiser ici. Analyse de stabilité. Je vais me basculer dans la partie tableau également. Et donc là, ici, on a plusieurs modes. Mode 1, où c'est plutôt des modes locaux. Si on continue, on a d'autres modes locaux. Et puis, ce qui va nous intéresser, c'est le mode 19, qui est plutôt un mode global à ce niveau-là, d'instabilité. Donc là, nous, on va s'intéresser au mode 1 et au mode 19 pour les instabilités et cumuler deux instabilités pour définir des imperfections, les deux géométries d'instabilité pour définir des imperfections géométriques sur notre modèle. Donc pour cela, on va pouvoir créer les cas d'imperfection. On en a créé donc ici, cas d'imperfection. On en a créé 4. Premier cas avec le mode local 1 en positif, le même mode en négatif, on inverse la géométrie, et le mode 19 en positif et le mode 19 en négatif à ce niveau-là. Si j'ouvre la partie cas de charge et imperfection, ce qui va nous intéresser, donc là les premiers cas sont des cas d'imperfection selon un mode de flambement. Donc on est venu sélectionner les modes qui nous intéressaient avec la grandeur d'imperfection pour la déformation géométrique. Et ce qui va nous intéresser ici pour l'accumulation des cas d'imperfection, ça va être la définition des groupes de cas d'imperfection qui va vous permettre ici justement de regrouper plusieurs cas d'imperfection géométriques. Ici on a regroupé le mode 1 et le mode 19 et ça va vous permettre justement de cumuler plusieurs cas d'imperfection géométriques pour les considérer ensemble.
Je vais rebasculer ici. Et donc là, ici, si on regarde le cas d'imperfection 5, il vient cumuler notre imperfection globale. Et en plus, on peut voir les imperfections locales qui sont aussi reprises. Et pareil sur le deuxième cas, ici, on retrouve l'imperfection globale et les imperfections locales qui sont considérées et qu'après on pourra exploiter directement dans nos cas de charge ou dans nos combinaisons pour l'étude de notre projet. Voilà pour cette nouvelle fonctionnalité au niveau de RFEM6 à ce niveau-là. Vous avez également la partie bloc avec les modèles paramétriques. Donc pour ceux qui ont l'habitude de travailler éventuellement avec des modèles paramétriques ou de créer des modèles paramétriques type bloc, vous allez pouvoir utiliser des blocs de référence. Donc spécifier un bloc de référence qui sera lié à tous les autres blocs de votre modèle. Donc tous les autres blocs identiques dans votre modèle. Donc ici, on va pouvoir basculer ici et si on regarde sur RFEM, hop, je viens sur le modèle suivant. Ici, on a 3 poutres treillis. Les poutres treillis, c'est des modèles blocs. On peut s'en rendre compte ici avec la petite enveloppe qu'on a autour. Les blocs, on va aussi les retrouver dans les objets spéciaux dans le navigateur. Ici, on a les blocs. Donc les blocs, ça peut être des blocs que vous avez créés. Ça peut être aussi des blocs qui sont issus donc de la bibliothèque. Vous avez déjà grande quantité de modèles paramétriques qui sont disponibles. Donc vous retrouvez la bibliothèque des modèles blocs ici. Et ces modèles blocs, ici, qui ont été importés dans RFEM, donc qui sont présents ici dans notre modèle, on va pouvoir, par exemple, sur notre premier modèle, on retrouve l'aperçu de notre modèle, et on retrouve ici les onglets avec la partie structure, on trouve les paramètres qui sont disponibles à la modification, les sections, les appuis nodaux. Après, on retrouve la partie notion, parce que c'est un modèle créé avec du JavaScript. Ici, on a le nombre de travées. Et ici, donc, je pourrais venir réajuster mon modèle bloc. Il y a les deux autres modèles qui sont les deux autres poutres ici, sont des modèles blocs également. Par contre, si on regarde, dans la partie structure, les données sont bloquées, sont grisées, sont verrouillées. Elles sont verrouillées puisque dans l'onglet général, on a demandé à ce qu'elles fassent référence au bloc 1 qui est ici. Donc en fait, nos blocs 2 et 3 sont des blocs liés au bloc 1. Et donc si je viens modifier mon bloc 1, je viens réajuster la hauteur de la poutre treillis, automatiquement les blocs 2 et 3 viendront se réajuster. On a l'aperçu ici qui s'est actualisé. Et si je viens ici et que je fais OK ou appliquer, on va voir que les deux autres blocs, les modèles blocs ici, vont aussi se réajuster puisqu'ils sont liés au premier bloc que l'on vient de modifier. Donc voilà, là, les 3 blocs sont liés à ce niveau-là. Là, une nouvelle fonctionnalité également disponible dans RFEM6 ou RSHTAM9. Donc là, les fonctionnalités dont on vous présente, c'est des fonctionnalités qui ont pu être implémentées au cours de l'année dernière ou en début d'année également. Fonctionnalité suivante, ce sera la partie optimisation des sections. Donc là, c'est un peu en lien aussi avec la partie module, puisque ce sera des optimisations qui seront disponibles notamment dans les modules de vérification de la partie acier ou modules de vérification du bois ou de l'aluminium là-dessus et qui permettront de venir optimiser soit des sections standardisées, soit des sections paramétriques de la bibliothèque des sections. Donc ici, je vais basculer sur RFEM pour voir un peu cette partie optimisation et on va basculer sur un modèle, vous pourrez reconnaître qu'on a déjà exploité et modélisé dans un autre webinaire. Donc ici, une charpente en bois. Ici, ce qui va nous intéresser sur la partie vérification, ça sera la partie vérification du bois. Donc là, j'ai déjà les calculs d'exécuter sur mon modèle. Je vais juste aller dans les données d'entrée. Donc là, on est
juste sur la partie calcul ELU, puisqu'on pourra optimiser justement sur la partie vérification ELU, résistance des sections et analyse de stabilité. Ce qui va nous intéresser, c'est que ici je peux visualiser les résultats. Donc là j'ai les diagrammes avec les taux de travail, le taux de travail qui s'affiche par rapport à mes vérifications ELU. Je vais basculer dans les données par rapport aux sections. Et ici, bon, je retrouve mes 3 sections. Et celle qui va nous intéresser, ce sera par exemple celle-ci, donc qui fait partie de la partie supérieure et des poteaux de nos portiques. Et on va demander à optimiser cette section-là. Cette section, actuellement, elle a un taux de travail de 60%, 0,604 ici. On est à 60% de taux de travail et on va pouvoir lui demander d'optimiser cette section. Donc là-dessus, on va pouvoir déjà modifier le ratio, lui préciser à quel niveau on souhaite optimiser, si c'est 80, 90% ou 100%. Donc là-dessus, on pourra venir dans les paramètres globaux. Là, ici, j'avais déjà fait un premier réglage à 90%. Je peux éventuellement le modifier à 80%. Je vais valider. Il va venir écraser les résultats parce que j'ai modifié les paramètres de mon modèle et on va pouvoir venir modifier du coup la partie de la section. Alors je vais juste, alors j'ai des résultats qui s'affichent, je vais juste isoler par exemple les éléments qui nous intéressent, ça va être ceci, et on va aller dans la partie utiliser une autre section pour le calcul. Vous avez ici donc soit la possibilité de renseigner une autre section manuellement, ou de prendre une autre section depuis la bibliothèque, ou bien aussi d'optimiser, et c'est ce que l'on va faire ici. Donc là, on va demander à optimiser dans la série actuelle, et il va nous ouvrir une fenêtre pour nous proposer d'optimiser la largeur ou la hauteur, de garder une certaine proportion par rapport à la section actuelle, ou bien on pourra le décocher. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est juste pour l'exemple, d'optimiser sur la largeur, et on va lui renseigner une valeur minimale de section, 100 mm, une valeur maximale qui sera par exemple 180 mm, et on va lui renseigner une partie étape pas d'incrément ici, et donc là ici je vais pouvoir lui mettre 10 mm. Ici il nous indique les sections qui va nous proposer pour la partie optimisation et qui va regarder, qui va consulter pour pouvoir définir parmi celles-ci laquelle conviendrait le mieux par rapport à notre taux de travail de 80% qu'on a demandé à viser. Je valide et ici on va pouvoir lancer le calcul. On voit que celle-ci est bien en mode optimisation et on va exécuter le calcul. Donc pour cette partie optimisation, le logiciel, le module va directement exploiter la descente de charge du modèle actuel avec la section de 180 par 200 et il va utiliser ces résultats-là pour déterminer quelle section parmi celles qu'il va nous proposer à optimiser ici dans la liste pourrait se rapprocher le plus de la cible de 80% de taux de travail. Je vais revenir dans les données d'entrée pour tout de suite aller dans la partie section. Et ici, pour la section de 180 par 200, il nous propose une nouvelle section de 140 par 200 avec un taux de travail max ici de 77,7%, donc qui se rapproche le plus de nos 80% visés. Ici, c'est la section optimisée. Ce qu'on va pouvoir le faire, c'est lui dire, maintenant, cette nouvelle section, de la réinsérer dans le modèle global pour pouvoir la considérer maintenant dans le comportement global de la structure et nous assurer que avec cette nouvelle section, les nouveaux efforts internes qui seront calculés permettent bien de passer et de rester au niveau du critère de 80% que l'on a imposé. Donc là, on va relancer le calcul. Et alors, j'ai juste lancé le cas de charge, je me suis trompé. Je vais aller dans la partie vérification bois. Je exécute le calcul sur le module. Il va nous calculer la partie donc combinaison, puis la partie vérification bois, puisque là tout le modèle a changé vu que j'ai changé la section. Je suis obligé de recalculer combinaison. Et sur la partie vérification bois, je vais pouvoir revenir dans les données, tout de suite regarder les sections. Et la nouvelle section de 140 par 200, elle a un taux de travail de 76,6%. Donc, par rapport à ce qu'on avait tout à l'heure de 77%, on reste assez proche. Et donc, on pourra garder cette section-là si on souhaite la conserver pour la partie optimisation. Donc,
cette fonction, vous la retrouvez aussi dans le module vérification de l'acier ou vérification de l'aluminium. Ce sera possible également. Dans la partie consultation de résultats, vous avez un nouveau type de diagramme de calcul qui sera disponible avec la notion diagramme de calcul 2D par étage. Ça va vous permettre ici notamment de sortir des résultats de diagrammes pour différents étages, avec la notion d'étage, quand vous travaillez avec le module modèle de bâtiment, ce qui va permettre, par exemple, ce qu'on a ici, de pouvoir visualiser directement un diagramme ici, éventuellement avec la déformation globale ou bien par étage, avec tous les étages représentés, ou bien également récupérer aussi un diagramme qui permet de visualiser tout ce qui est effort, par exemple les efforts sismiques, donc les efforts tranchants par étage que vous auriez suite au calcul de l'analyse sismique, par exemple. Donc voilà par rapport au type de diagramme, nouveau type de diagramme disponible avec la notion d'étage. Sur tout ce qui est liaison, on va aussi avoir une nouvelle fonction pour les libérations linéiques avec la possibilité de considérer la notion de friction dans la libération linéique. Donc ça sera dans les paramètres de non-linéarité de la libération linéique. Vous pourrez préciser du coup dans les non-linéarités une option, un critère de friction entre les composants qui seront libérés par rapport à la ligne d'origine. Vous avez également, alors là plutôt pour les projets avec de la toile tendue, avec de la recherche de forme, la possibilité aussi de faire des calculs sur la formation de poche. Pour cela, on aura un nouveau type de charge qui est le type de charge formation de poche, qui permettra de faire une analyse sur de l'écoulement de l'eau et de la formation justement des poches d'eau. On va pouvoir renseigner une quantité de d'eau à ce niveau-là. Donc on va pouvoir directement passer une quantité de précipitation et on va pouvoir passer directement sur un exemple pour voir comment cela fonctionne au niveau de RFM. Et donc je vais basculer sur le modèle formation de poche d'eau. Donc ici, on a un exemple, une petite structure avec ici une toile tendue. On a déjà fait la partie recherche de forme sur la toile. Juste sur l'exemple, on a également, alors je me remets ici, voilà, on a imposé des charges pour pouvoir déformer la toile et pouvoir imposer une toile déjà déformée aussi pour le cumul de avec le calcul de poche d'eau, puisque la surface initiale, la géométrie initiale provoquait pas de poche d'eau. Donc là, l'idée après, c'est de pouvoir cumuler avec notre cas ici le calcul de poche d'eau et de voir comment ce que cela vous permet de sortir comme résultat. Au niveau de la partie poche d'eau, là, on a créé 3 cas, poche d'eau 1 mm, 2 mm et poche d'eau pleine. Et donc ici, bon, les poches d'eau, ça sera des charges que vous appliquez directement au niveau des surfaces. Donc, ce sera des charges surfaciques. Et dans les types de charges surfaciques, on va avoir du coup le nouveau type formation de poche. Formation de poche, on va pouvoir avoir l'option quantité de précipitation, ce qui va vous permettre de préciser la valeur en millimètres de la quantité de précipitation en millimètres par mètre carré. Vous renseignez aussi le poids spécifique ici de l'eau et directement on va pouvoir appliquer cette quantité, cette charge et voir l'écoulement et éventuellement la formation de poche. Ici, donc on a 3 cas. Le premier cas avec 1 mm, le deuxième cas on a mis 2 mm de quantité de précipitation et le troisième cas, ici on a désactivé l'option quantité de précipitation, ce qui veut dire que là on va avoir une quantité de pluie qui va tomber directement, qui sera considéré infini et qui permettra de voir jusqu'à quel niveau la poche d'eau se remplit et du coup qui permettra aussi de voir justement si une fois que la poche est pleine, est-ce qu'on a aussi un écoulement qui peut, cette poche peut se vider directement. Donc on va voir ça dans les résultats et ici on va regarder sur tout ce qui est combinaison. Donc ici on a notre première combinaison qui est avec, si je masque le modèle, hop, et que je masque les charges,
qui est un cas dans lequel on vient considérer déjà une première déformation de la toile avec, alors si je me mets ici à 1, on a donc déjà une charge qui fait qu'on a la formation déjà d'une poche juste via la charge. Et là, maintenant qu'on a ce cas-là, on va le considérer aussi avec les cas d'accumulation pour la création de poche, pour le calcul de poche. Et donc ici, dans le CC3, on a déjà la poche qui sera calculée avec la quantité de précipitation de 1 mm. Dans les résultats, dans le navigateur, on va pouvoir regarder du coup les résultats spécifiques pour les poches. On retrouve pour la partie forme dédiée à la recherche de forme, les courbes de niveau, les inclinaisons, la direction d'inclinaison. Ici, on peut déjà voir qu'on a des inversions dans la direction d'inclinaison. Et là, on va avoir la partie profondeur d'eau qui sera calculée. Alors, juste changer le mode d'affichage pour passer sur la forme déformée ici. Et ici, je peux visualiser, si je me mets de côté, avec 1 mm de précipitation, j'ai 29,6 mm d'eau en profondeur qui se forme ici. Une poche de 29,6 mm de profondeur qui se forme là. OK. Puis après, je peux passer sur la partie niveau d'eau. Ici, je retrouve également l'information. Si je bascule sur le cas suivant, ici on est à 2 mm, on a toujours la poche d'eau, et là on est à 41,9 mm. OK. Et si on passe sur le dernier cas, qui était le cas avec poche pleine, voilà, on peut voir que là maintenant on a 58,8 mm de poche de profondeur d'eau. Et donc là ici, on a une quantité de précipitation qui n'est pas précisée, vu que là on a une simulation comme si on avait de l'eau qui tombait en permanence. Et ici, on a donc notre poche d'eau. Et là, ici, on voit que la poche d'eau, elle s'arrête à ce niveau-là, puisque là, on arrive en bord de toile et qu'on peut après du coup avoir une poche qui va continuer, mais qui va se vider au fur et à mesure. Donc ça va permettre ici de voir jusqu'à quel niveau la poche va se former et se remplir. Donc voilà par rapport à la nouvelle fonctionnalité de type charge pour charge de poche d'eau pour tout ce qui est structure en toile tendue. Au niveau de RFEM et de RSTAB, on va aussi retrouver des nouveaux types de barres avec les barres type ressort. Donc ça permettra de définir une barre avec par laquelle on viendra définir une rigidité, une raideur linéique en unité de force par déplacement. Et ici, on pourra donc considérer ces ressorts dans les modèles, donc à présent au niveau de RFEM ou de RSTAB. Vous avez également pour tout ce qui est états initiaux, la possibilité à présent de considérer des combinaisons avec plusieurs états initiaux, donc par exemple soit des états initiaux de précontrainte, de recherche de forme, de déformation, et donc on pourra cumuler plusieurs combinaisons avec plusieurs états initiaux directement pour le calcul. Au niveau des articulations pour les barres, on va aussi avoir des nouvelles fonctionnalités avec des articulations type échafaudage ici. Donc ça fonctionnera ici également dans la partie non-linéarité de l'articulation dans laquelle on retrouvera un nouveau type de non-linéarité, échafaudage N pour phi Y, phi Z. Et qui permettra ici de considérer la simulation d'un assemblage tubulaire spécifique pour les échafaudages. Toujours dans la partie articulation pour les barres, vous allez pouvoir dans RFEM6, RSTEM9 à présent récupérer aussi des résultats directement au niveau des articulations. Et ici, on va aussi avoir tout ce qui est diagramme de résultats spécifiques pour les articulations qui seront disponibles. Et donc là, ces diagrammes de résultats, diagrammes de calcul, vous permettront, par exemple, si vous faites des analyses Pushover ou des analyses temporelles, d'historique de temps, de voir éventuellement les variations de charge que vous pouvez avoir dans votre articulation. Donc là, nouvelle fonctionnalité disponible dans RFEM ou RSTAP. Donc ça, une nouvelle fonctionnalité, vous n'avez pas encore de lien, puisque c'est une fonctionnalité qui est sortie il y a quelques semaines. Vous avez également dans les fonctionnalités pour les sections un lien avec R-section. Donc là, quand vous êtes dans RFEM ou RSTAB et que vous êtes également équipé avec R-section, vous pouvez directement via RFEM ou dans RSTAB demander à modifier une section via R-section. Donc pour cela, on va retrouver un lien directement
dans le logiciel, dans la partie modification de la section. Je vais basculer sur le dernier modèle pour ce webinaire ici. Et ce qui va nous intéresser, c'est par exemple ici les HEB que l'on a ici. On va venir modifier la section, donc là, la section numéro 4. Et ici, donc on retrouve les informations, les propriétés de notre section. Ici, c'est une section standardisée de la bibliothèque. Et je retrouve une option R section. Si je clique à ce niveau-là, ça va nous permettre ici de basculer vers R section. Donc là, il nous met la notification, modifier la section dans R section. Là, sur mon deuxième écran, j'ai la fenêtre de R section qui m'indique qu'il est en train de s'ouvrir. Donc je vais avoir R section qui va s'afficher. Et je vais pouvoir récupérer ce HEB 200 directement dans R section, faire des modifications que je souhaite, et après je pourrais récupérer directement cette nouvelle section modifiée en remplacement de la section actuelle dans RFM. Donc R section, c'est ouvert, et il est en train de récupérer la référence de section, le HEB. Il m'indique que là je suis en passerelle avec RFM. Et ici, donc la section, on va venir la modifier, je vais venir la décomposer, puisque c'est une section issue de la bibliothèque. Je vais venir modifier, par exemple ici, je vais déplacer de -40 mm. Là, on a raccourci la semelle. Et je vais venir également rajouter une aile ici, à ce niveau-là. Donc là, je rajoute un élément. Je vais prendre directement ici, je vais prendre une valeur de 50, je vais mettre 90 et tourner dans l'autre sens, ici. La section, hop, je peux quitter la partie éléments et ici, je vais juste faire la connexion des éléments, hop, comme ceci. Et maintenant, la section est modifiée, je vais pouvoir sauvegarder et retourner dans RFM. Et maintenant, il va faire la bascule inverse pour récupérer la section. Donc ici, elle va se réajuster. On a notre nouvelle section qui est récupérée. Et si je reviens au niveau de mon modèle, cette section-là, je peux visualiser juste cette partie-là. On voit bien que la section a été modifiée. Donc là, maintenant, on pourra refaire le calcul de la structure avec cette nouvelle section dans notre modèle. Sur les fonctionnalités dans RFM6 ou RTAM9, donc là plutôt sur RFM6 avec tout ce qui est appui Linux, on va avoir l'intégration des bulles d'information qui va vous permettre d'afficher dans ces bulles d'information la description de l'appui, la somme des forces, les valeurs moyennes, donc différentes données de résultats qui seront disponibles dans ces bulles d'information qu'on avait dans RFM5, donc là qu'on a pu implémenter dans RFM6. Pour afficher ces bulles, vous pourrez directement passer dans le navigateur, dans l'onglet résultats, pour pouvoir afficher ces bulles d'information. Et dernier point ici sur les nouvelles fonctionnalités générales par rapport à RFM6 et RTAM9, ce sera la possibilité de faire lancer des calculs dans le cloud. Donc au niveau de cette partie-là, vous avez par exemple sur des projets qui seront plus conséquents, qui demanderont des capacités de calcul plus importantes au niveau de votre machine, de votre ordinateur, on pourra éventuellement passer via un calcul via le cloud. Donc ça demandera des crédits pour pouvoir lancer des calculs à distance et exploiter des machines à distance. Et je vais vous montrer justement comment cela se passe quand vous avez cette option de disponible au niveau de votre logiciel. Donc ici, on va pouvoir directement aller dans calculer et quand l'option est activée, vous allez pouvoir aller dans calculer dans le cloud. Ici, on va avoir une fenêtre qui va s'ouvrir et qui va nous proposer justement de savoir qu'est-ce qu'on souhaite faire. Donc ici, je vais choisir cette partie-là sur les machines. Et ici, je retrouve plusieurs listes de machines disponibles. Et donc ici, je pourrais choisir la machine que je souhaite exploiter à distance pour lancer mon calcul à distance. Je retrouve donc plusieurs puissances, plusieurs capacités de mémoire également en RAM.
Et puis après, je retrouve aussi des informations sur la quantité de crédit par minute que ça va consommer. Donc là-dessus, vous aurez besoin de crédit et ça permettra justement d'exploiter des ordinateurs à distance pour faire vos calculs sur des projets plus conséquents qui demanderont plus de puissance de calcul. Donc ça, si besoin, vous pourrez nous contacter pour avoir plus d'informations sur cette partie-là. Continuer sur les fonctionnalités. On va passer sur les fonctionnalités plutôt là dédiées à la partie bois, avec notamment sur tout ce qui est appui de calcul. Pour les poutres bois, la possibilité de considérer la réduction de l'effort tranchant, c'est-à-dire que là, de considérer que l'effort tranchant, il sera considéré jusqu'à l'extrémité de la zone d'appui. Donc on n'aura pas d'effort tranchant dans la zone d'appui, mais on commencera l'effort tranchant juste après la zone d'appui. Par exemple, par rapport à la zone d'appui sur un poteau. Vous avez également des nouveaux types de distribution de sections avec le type courbe, avec soit les poutres courbes, soit les poutres bananes à hauteur constante, poutres bananes à hauteur variable, ou bien encore les poutres en ventre de poisson. Donc là, des nouveaux modes de distribution de sections qui sont disponibles au niveau de RFEM ou RSTEP. Et toujours pour la partie bois, vous avez aussi pour les appuis de calcul la possibilité de définir les renforts pour la compression perpendiculaire. Donc au niveau de la vérification bois, on pourra faire la vérification à la compression perpendiculaire au fil. Et ici, vous pourrez également venir définir des éléments de renfort, donc des vis, pour renforcer cette partie-là si besoin. Et on pourra du coup, dans la partie module de vérification du bois, faire les vérifications associées. Là-dessus, je vous invite également à consulter la vidéo de notre matinale sur une étude d'un plancher qui a été dédiée sur la partie vérification de la compression perpendiculaire selon l'Eurocode 5. Toujours sur la partie vérification bois, mais cette fois-ci, c'est les nouvelles fonctionnalités que vous avez dans la partie module. Donc sur la partie module vérification du bois, on a notamment sur les surfaces la possibilité à présent de considérer le facteur KCR pour la partie fissuration. Vous avez également des nouvelles données pour la partie vérification des barres avec le lami bois, le LVL, selon l'Eurocode 5, et des références de fabricants avec par exemple la référence Bobuche, Carto, Steco, Stora Enso. Donc on retrouvera plusieurs références pour la partie lami bois et la vérification, les vérifications sur ces éléments-là. Vous avez également, donc ça c'est une fonctionnalité qui a été activée tout dernièrement avec la partie vérification de la résistance au feu des surfaces en bois avec calcul selon la méthode de la section réduite. Là-dessus, vous pouvez donc faire une vérification au feu sur des panneaux bois ou des panneaux en bois lamelé croisé, CLT. Ça vous permettra de calculer donc l'épaisseur réduite, donc l'épaisseur carbonisée, et du coup de faire vos vérifications avec la partie de matière qui va vous rester à ce niveau-là. Vous pouvez également sur la partie fonctionnalité, on a pour la partie norme suisse intégré les vérifications pour les sections massives 1. Vous avez également la norme australienne qui a pu être implémentée. Vous avez aussi pour la partie vérification CLT différentes normes qui ont été ajoutées avec la norme suisse, la norme nord-américaine pour les États-Unis, la norme canadienne également, qui sera également disponible et qui sont disponibles pour la partie CLT. En lien toujours avec la partie vérification du bois, mais là plutôt avec le module surface multicouche. Donc là-dessus, dans le module surface multicouche, pour tout ce qui est panneau bois lamelé croisé, donc CLT, on a implémenté plusieurs références de panneaux de fabricants. On retrouve notamment Piftobois, KLH, Stora Enso, Schilliger, Binderholz, et je passe, vous avez toute une liste ici déjà détaillée. Vous avez également plusieurs références pour les marchés nord-américains, donc pour les États-Unis et le Canada, qui sont également disponibles dans les bibliothèques du module surface multicouche.
Sur la partie module vérification du béton, on va également avoir la possibilité à présent de faire des calculs de sections provenant de R-section. C'est-à-dire que dans R-section, on va pouvoir créer ses propres sections, on va pouvoir définir l'enrobage de béton, les armatures longitudinales, les efforts tranchants directement. Et ensuite, ces sections-là pourront être récupérées dans RFEM ou dans RSTAB pour le calcul. On aura la main sur les réglages d'enrobage, les réglages d'armature également, et on pourra effectuer le calcul avec le module vérification du béton. Toujours sur la partie ici béton avec les armatures, vous avez aussi la possibilité de définir les armatures de type épingle et ensuite de faire les vérifications Eurocode 2 à ce niveau-là. Donc ça, ce sera disponible. Donc, définir des épingles entre les barres d'armature longitudinales de vos poutres, par exemple. Vous avez également la possibilité à présent aussi de faire des vérifications sur tout ce qui est béton fibré. Ici, donc ce sera les vérifications sur l'Eurocode 2 avec la directive allemande sur le béton fibré. Sur cette partie-là, je vous invite à consulter la vidéo de notre webinaire qui a été fait sur la vérification de dalles en béton fibré. Et vous retrouverez toutes les informations avec les spécificités pour ces vérifications-là directement dans RFEM 6. Et autre point sur la partie vérification du béton, on va pouvoir à présent aussi faire les vérifications à la fatigue selon l'Eurocode 2 partie 6.8. Là-dessus, vous aurez deux méthodes de calcul possibles, soit la méthode simplifiée, soit la méthode de la contrainte équivalente, qui seront toutes les deux disponibles dans les paramètres de calcul. Autre point important sur la partie béton, ce sera la partie vérification sismique, avec la partie analyse sismique selon l'Eurocode 8 spécifique au béton. Là-dessus, vous avez également eu un webinaire dernièrement sur ce sujet, dans lequel vous retrouverez également toutes les données et informations en lien et spécifiques à ces types d'analyses sismiques sur le béton, notamment pour préciser, différencier les différentes classes de ductilité. Donc tout ça, ce sera présenté et vous retrouvez ça dans le webinaire. Et autre fonctionnalité en lien avec le béton, ce sera la vérification simplifiée de la résistance au feu, donc pour les poteaux et les poutres, donc qui est disponible. Donc ça, vous retrouvez ces options-là directement dans les paramètres de vérification au feu spécifiques pour la vérification du béton. On va passer aux fonctionnalités suivantes. Et ici, vous allez retrouver notamment donc dernière fonctionnalité sur la partie béton avec la vérification des armatures surfaciques. Ici, avec un ferrage automatique pour couvrir les armatures requises. On aura aussi possibilité de venir définir des listes de diamètres, des espacements possibles entre barres d'armature et d'optimiser, d'automatiser cette partie-là au niveau du calcul. Parmi les autres fonctionnalités, on va retrouver aussi la possibilité de modifier plusieurs barres d'armature directement sur plusieurs barres en une seule fois. Et également la possibilité de faire les calculs des armatures requises pour le LS avec la partie contrainte limite, armature minimale, diamètre, tout ce qui est espacement pour les fissures. Là-dessus, vous aurez ces données-là. Différentes fonctions qui ont été implémentées ici pour la partie module vérification du béton. Sur la partie module vérification de l'acier, on va également avoir des nouvelles fonctionnalités avec notamment l'implémentation des vérifications pour les sections formées à froid selon l'Eurocode 3 partie 1.3, les normes américaines, canadiennes. Vous avez également eu des webinaires sur le sujet. Vous pourrez consulter les vidéos de ces webinaires directement sur notre site. Et globalement, on a aussi intégré dans le module vérification de l'acier d'autres normes avec les vérifications selon les normes suisses, SIA 263, normes brésiliennes et également selon la norme américaine AISC, spécifique pour la partie calcul sismique américain, qui sera disponible également dans la partie module vérification de l'acier.
Sur le module stabilité de la structure, on a ajouté l'affichage dans la partie tableau des résultats, la partie facteur de pertinence modale pour l'analyse de stabilité, permettra quand vous faites des analyses de stabilité avec plusieurs modes de calculer, de pouvoir voir en fait sur plusieurs barres en fait quel mode est pertinent pour telle ou telle barre. Ça permettra quand on a plusieurs modes d'instabilité, toutes les barres ne font pas partie forcément du même mode et pour le cas le plus défavorable pour l'instabilité. Donc ça permettra tout de suite de voir pour telle barre le mode pertinent par rapport au cas d'instabilité possible, ce sera le mode temps qui mobilise le facteur le plus élevé dans le tableau. Donc là-dessus, une aide également qui permettra de pouvoir voir en fait les cas d'instabilité des barres directement et de distinguer les modes qui nous intéressent réellement. Sur la partie module assemblage acier, on a également intégré plusieurs nouvelles fonctionnalités avec tout d'abord la possibilité de faire des vérifications sur des assemblages en acier à base de profilés reconstitués ou à parois minces, donc issus de la bibliothèque des sections paramétriques de RFEM. Vous avez également des nouveaux composants qui sont disponibles avec des plaques de connexion, partie éditeur de barres, partie barre insérée pour ajouter des barres dans un assemblage, la partie solide auxiliaire ou encore la partie platine en tête. Donc là, plusieurs nouveaux composants qui sont disponibles dans le module assemblage acier. Sur cette partie assemblage acier, on a également intégré le modèle de matériaux plastiques pour tout ce qui est vérification des soudures. Donc, quand vous aurez le modèle élément fini généré en arrière-plan, il exploitera les soudures avec un modèle de surface avec un matériau orthotrope plastique type soudure. Et donc on pourra effectuer calcul plastique sur tous les composants de contrainte dans la soudure. Autre point, toujours sur les assemblages, c'est le calcul de la rigidité initiale qui sera effectué et qui sera disponible directement dans les tableaux. Vous avez également la classification des assemblages qui sera effectuée, qui sera calculée avec soit du coup une définition comme classification d'assemblage rigide, semi-rigide ou articulé. Et ça également, vous retrouverez ces informations-là directement dans les tableaux de RFM. Et autre point, toujours sur les assemblages, la possibilité de considérer des boulons précontraints dans vos assemblages. Et dernière fonctionnalité implémentée pour le module assemblage acier, ce sera la possibilité de considérer tout ce qui est section creuse circulaire pour ce module d'assemblage. Et vous pourrez donc maintenant définir des assemblages soudés ou des assemblages par platine pour ces types de sections, donc, qui vient étendre les possibilités d'assemblage du module assemblage acier. On passe à présent au module modèle de bâtiment. Dans le module modèle de bâtiment, on a intégré l'analyse des planchers en tant que système 2D isolé. Un point qu'on a déjà aperçu dans le webinaire sur la prise en compte de la notion des stages avec le module modèle de bâtiment, dans lequel on va avoir effectivement ici, avec cette fonction, deux études qui seront faites. Un premier calcul 3D global où on pourra avoir nos planchers qui seront modélisés en tant que plan rigide ou en tant que plaque en flexion. Et après, on aura un autre calcul en local sur nos éléments de plancher qui pourra être effectué. Vous avez également le type d'étage transfert de charge uniquement qui permettra ici de définir une surface, un plancher sans effet de rigidité et qui permettra en revanche de faire un transfert des charges sur les éléments porteurs de la structure. Et autre fonctionnalité sur le module modèle de bâtiment, on a rajouté des outils de modélisation spécifiques pour le modèle de bâtiment pour générer rapidement des lignes verticales, des poteaux, des voiles, des poutres. Vous avez également eu d'autres fonctionnalités avec les voiles de cisaillement qui se font en définition automatique via des poutres résultantes. Vous avez également la définition de poutres voiles et aussi des fonctions avec les générateurs d'étages de bâtiments qui permettent de générer rapidement plusieurs étages pour un bâtiment. Donc là, plusieurs fonctionnalités, ici plutôt orientées modélisation, qui ont été intégrées avec le module modèle de bâtiment.
On passe sur les fonctionnalités là dédiées au module pour les analyses dynamiques, notamment ici avec la partie analyse modale dans lequel on va pouvoir ici retrouver une fonction, une méthode automatique pour le nombre de modes à calculer afin d'atteindre en fait le facteur de masse modale effectif choisi. Donc là, on va pouvoir préciser le facteur de masse que l'on souhaite atteindre et directement, c'est le logiciel qui viendra calculer, déterminer le nombre de modes à effectuer au calcul et qui permettra éventuellement de faciliter l'atteinte des 90% de masse modale effective requise pour l'analyse, par exemple. Vous avez également le coefficient de sensibilité qui sera plutôt lié là à la partie modèle de bâtiment et analyse dynamique qui permettra ici au niveau des différents étages éventuellement de voir les coefficients de sensibilité dans différentes directions de votre étage pour voir en fonction des différents modes la sensibilité ou les effets au niveau de chaque étage. Je passe à présent au module autonome, enfin programme autonome avec R-section. Sur R-section, on a également implanté l'analyse en résistance plastique qui sera possible avec ici la méthode du simplex. C'est une nouvelle méthode de vérification de résistance plastique qui est disponible à présent dans R-section pour le calcul de vos profilés, de vos sections. Au niveau de Erwin, on a également implémenté des nouvelles fonctionnalités en lien avec Erwin et RFEM aussi, puisque au niveau de RFEM 6, vous avez à présent la possibilité de récupérer des résultats de Erwin et d'afficher du coup ces résultats qui initialement étaient disponibles que sur Erwin. Notamment, vous pouvez visualiser directement dans RFEM les résultats de pression surfacique, les coefficients de surface CP, et également la distance à la paroi. Donc ça, c'est des données que vous pouvez visualiser, des résultats Erwin que vous pouvez visualiser dans RFEM 6, dans l'interface de RFEM 6. Directement dans Erwin, on a également des nouvelles fonctionnalités, avec notamment la génération de zones selon les numéros de surface importés depuis RFEM. Vous avez aussi une partie comparaison pour tout ce qui est données de vérification ou données expérimentales. C'est-à-dire que vous pourrez renseigner vos propres données de vérification ou vos propres valeurs expérimentales directement dans Erwin pour pouvoir faire après un comparatif avec les données que lui aura calculées directement. Vous avez également des nouvelles fonctions avec une option sur la partie échelle pour l'optimisation de l'échelle dans la soufflerie. Vous avez aussi d'autres fonctionnalités d'affichage des valeurs max-min pour chaque pas de temps au niveau des analyses dans la soufflerie Erwin 2. Et pour plus d'informations, je vous invite également à consulter via ce lien le webinaire qui a été réalisé par nos collègues en Allemagne, qui est disponible ici en anglais, pour avoir plus d'informations sur les nouvelles fonctionnalités ici au niveau de Erwin. On va passer à présent sur les nouveaux modules. Parmi les nouveaux modules, on va avoir le module analyse pushover qui va permettre ici de faire des analyses la capacité de déformation des systèmes non linéaires. Donc ici, on va pouvoir prendre en compte notamment la non-linéarité de nos modèles dans les analyses sismiques, par exemple. On va pouvoir aussi prendre en compte dans l'analyse pushover la notion de rotule plastique. Donc là-dessus également, vous avez eu un webinaire en anglais qui est disponible et qui vous permettra aussi de voir un peu ce qui est possible de faire avec le module analyse pushover. Donc maintenant, les analyses pushover sont possibles avec RFEM 6. Toujours sur la partie analyse dynamique, dans la partie module, on a à présent également le module analyse historique de temps. On a déjà fait un webinaire dessus, donc sur la partie analyse historique de temps qui permet de définir des systèmes de structure avec une excitation forcée et externe, avec de la vibration forcée, par exemple ici, soit via un diagramme de temps, soit via des accélérogrammes. Dans l'exemple traité dans le webinaire, on a fait un exemple où on avait une structure qui était excitée par une machine en vibration, donc avec la rotation de la machine, on avait une mise en vibration de la structure et on a notamment pu regarder la partie résonance, notion de résonance de la structure qui a pu être consultée lors du webinaire. Donc, des nouvelles
analyses possibles avec le module analyse d'historique de temps. J'en arrive aux perspectives de développement. En 2023, on avait plusieurs fonctionnalités qui étaient prévues. Sur la globalité de ces fonctionnalités, on a une grande partie qui ont pu être implémentées et développées au cours de l'année. Vous avez également des fonctionnalités qui sont reportées à cette année, et donc notamment avec l'analyse non linéaire du béton, le calcul de fondation, le calcul de vitrage ou tout ce qui est patron de coupe qui devrait arriver donc cette année au niveau du développement. Concernant les prochaines fonctionnalités prévues pour 2024, on va retrouver notamment tout ce qui est calcul Murosat-Turbois, la notion de console pour le code Python. Aujourd'hui, dans RFM6, on a une console pour du JavaScript. Donc on va retrouver aussi une console pour intégrer en natif du code Python. Vous avez également dans la partie assemblage acier des fonctionnalités avec des outils de dimensionnement, la prise en compte de la rigidité, pouvoir injecter la rigidité, ou bien encore tout ce qui est pied de poteau, qui seront des choses à venir. Vous avez aussi dans les fonctions la possibilité de faire une suppression partielle des résultats dans un modèle, la possibilité de définir des charges mobiles, de convertir des forces d'appui en charges libres, donc là en lien avec la passerelle transfert de charge de forces d'appui. Vous avez également les combinaisons spécifiques pour les ponts qui seront aussi implémentés. Vous avez aussi des nouveaux types d'éléments avec les types de barres type amortisseur qui par exemple pourront servir aussi sur des analyses pushover. Vous avez aussi le type poulie qui permettra notamment de venir, par exemple, si on fait un câble sur une poulie, de prendre en compte cette notion avec un effort entrant égal à l'effort sortant. Dans les fonctionnalités, vous aurez aussi la possibilité ici de récupérer la totalité des résultats. Donc là, un objectif, récupérer la totalité des résultats Erwin dans RFM directement. Donc par exemple, visualiser directement dans RFM les lignes de flux que l'on a dans Erwin. Vous aurez aussi la partie non-linéarité dans l'analyse d'historique de temps, l'appui type pour les échafaudages, la définition de diagrammes semi-rigides, la partie assemblage bois également, tout ce qui est maillage avec le maillage indépendant, des nouveaux réglages spécifiques sur la partie maillage. Pour la partie vérification du béton, on aura notamment tout ce qui est articulation spécifique pour l'analyse pushover, le ferrage automatique des barres, la protection au feu, donc avec les différentes méthodes de vérification. Sur la partie R-section, on aura notamment l'intégration de soudure. Vous aurez également globalement sur les analyses pour les matériaux non linéaires une amélioration prévue sur la partie analyse plastique. Vous aurez sur la partie vérification acier, bois, aussi de nouvelles normes à intégrer pour les vérifications de ces structures-là. Et autre fonction liée au cloud, ce sera le calcul directement de Erwin, donc l'exécution des analyses en soufflerie numérique directement dans le cloud. Donc également pour des projets assez conséquents, pouvoir exécuter directement, lancer Erwin directement via le cloud. Sur la partie interface échange de données, via le code Python, on aura des nouvelles interfaces avec Brixcad, Excel, le format DSTV, SDNF, qui seront également implémentés. Et puis également l'intégration d'une IA chatbot pour vous aider. Donc, vous pouvez déjà la visualiser, cette IA, directement sur notre site avec une IA qui vous permettra ici d'avoir de lui poser des questions et elle pourra vous donner des informations sur des méthodes pour modéliser ou bien répondre directement à des questions, aux questions que vous lui posez. Donc voilà, ce sera tout pour ce webinaire. Vous retrouvez également sur notre site en ligne différents services gratuits avec les GeoZone Tools qui vous permettent de consulter un certain nombre de recherches pour trouver les zones de neige, vent et sismicité. Vous avez également notre base de données avec nombreux FAQ et articles de base de connaissances qui sont disponibles.
qui pourront répondre à certaines de vos questions. Vous retrouvez aussi des articles techniques avec des points spécifiques qui sont traités. Vous avez également accès à plusieurs modèles à télécharger, donc une large bibliothèque de modèles. Vous pouvez les télécharger pour voir comment ils sont modélisés, voir le paramétrage qui a été fait dans ces modèles-là. Vous avez également nos chaînes YouTube qui sont disponibles pour vous retrouver les vidéos de nos webinaires ainsi que d'autres vidéos d'information. Ces vidéos, vous pouvez aussi les retrouver directement sur notre site internet. Vous pouvez aussi passer sur notre boutique en ligne si vous avez besoin. Et si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez télécharger la version d'essai, faire une demande d'essai du logiciel Airframe, Airstab. Là-dessus, vous aurez une version d'essai de 90 jours, donc n'hésitez pas à en faire la demande directement sur notre site. Pour être tenu informé de nos actualités, de nos prochains événements, n'hésitez pas à vous inscrire à notre newsletter directement en vous rendant sur notre site sur delubal.fr. Vous pouvez également, si besoin, nous contacter au numéro de téléphone qui est indiqué ici ou bien directement nous envoyer un mail à info@delubal.fr. Donc, je vous remercie pour votre participation, pour votre attention et je vous dis à bientôt.